Bienvenue dans ce 8e hors-série de la matrescence. Un mercredi par mois, un ou une experte répondra à vos questions. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le compte Instagram de la matrescence, @lamatrescence, pour poser vos questions sous le post concerné. Quand on devient parent, il y a des sujets auxquels on ne pense jamais devoir s'intéresser. Et puis, par la force des choses, on y est confronté. Les freins de bouche, ça en fait partie. Et d'un coup, un monde nouveau s'ouvre à nous. Je plaisante à peine. J'ai eu le plaisir de rencontrer la chirurgienne dentiste Noëlla Rajanson, qui dédie sa pratique aux freins buccaux. Et dans cet épisode, elle vous explique ce qu'est un frein, déjà premièrement, très important. Si les freins ne concernent que les nourrissons, spoiler alerte, non. Pourquoi les freins concernent tout un pan de discipline, l'impact que ça peut avoir à l'âge adulte et bien plus encore, je vous assure, c'est passionnant. Moi, je suis ravie d'avoir rencontré le docteur Noëlla Rajanson qui a beaucoup aidé ma fille et on en parle un petit peu dans l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Noëlla. Bonjour Clémentine. Alors attends, je te rapproche ton micro. Merci. Je t'avais pas bien installé. Merci beaucoup de me recevoir chez toi, de prendre du temps un dimanche, puisque tu es ultra occupée, tu as un timing très précis avec toutes tes interventions. Oh, je te remercie. Mais j'ai de la chance, tu habites pas loin de chez moi. Alors, avant de commencer avec les 10 questions que tu as sélectionnées, j'avais moi une question parce que... peut-être qu'on a tous un peu la sensation qu'on parle beaucoup des freins récemment et que c'est quelque chose qui est assez nouveau dans la parentalité. Enfin, moi, je pense que mes parents n'avaient jamais entendu parler de ça il y a 30 ans. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce qu'il y a un engouement autour de cette question? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a eu des études? Il y a quelque chose qui a changé depuis quelques années? Des professionnels se sont formés. Comment est-ce que tu l'expliques? Alors, des freins, on les coupe depuis, je pense, la nuit des temps. Enfin, en tout cas, depuis très, très longtemps. Ça, c'est sûr. Mais après, maintenant, c'est en plein essor, je pense, parce qu'on se demande surtout tout ce qui est rééducation, comment on utilise bien les muscles de notre bouche et comment ça conditionne notre développement et le développement de notre visage, notre respiration et toutes les problématiques qui vont avec. Et ça, c'est depuis les années 50, ce qu'on appelle la thérapie oromyofonctionnelle. Et c'est quelque chose que tout le monde n'est pas formé dessus. C'est très développé dans les pays anglophones, mais beaucoup moins en France. Et pourtant, il y a beaucoup d'études là-dessus, vraiment comment on utilise les muscles. Et donc, en fait, les freins sont juste une des causes de troubles de l'utilisation des muscles, qu'on appelle les troubles orofaciales myofonctionnels. Et c'est pour ça que c'est en plein essor, je pense, parce qu'il y a des personnes qui commencent à se former dessus. Donc, pas juste pour l'allaitement ou juste la succion d'un bébé, mais vraiment comment on utilise les muscles à tout âge, que ce soit les bébés, les adultes. Et donc, voilà, je pense pourquoi on en parle un peu plus en ce moment. Et même moi, dans ma formation initiale, je connaissais pas trop tout ce domaine-là. Et c'est des formations complémentaires que vraiment ça s'est développé et que moi, que je suis partie sur cette activité. Voilà, je me consacre à ça, mais c'était pas du tout dans mon cursus initial. Oui, donc je le rappelle, tu as été aux États-Unis pour te former. Oui, moi j'ai fait des formations outre-Atlantique, mais après maintenant il y a d'autres formations qui existent de plus en plus pour plein de personnes. Et c'est pour ça que je pense que ça se développe. Voilà, il y a des gens qui ont cette activité exclusive depuis beaucoup d'années dans d'autres pays, depuis peut-être 10-20 ans, et ça va arriver ici aussi parce que c'est relié à plein d'autres choses. On va en parler justement pour les 10 questions. Donc si vous entendez un bébé, c'est toujours le mien. Elle est toujours avec moi, évidemment. Alors, pourquoi on entend que l'on coupe seulement les freins qui font la langue en cœur et seulement s'il a un souci de prise de poids et ou d'allaitement? En fait, donc c'est vrai que dans le langage courant, dans le langage commun médical, on parle souvent des freins de langue quand ils sont accrochés à la pointe de la langue ou tout près. Et donc vraiment, de quelle manière bouge cette pointe de la langue? Est-ce qu'elle peut sortir? Si elle peut pas sortir, ça va pas. Si elle s'élève et qu'elle a si elle est en forme de cœur, ça va pas non plus. Et voilà. Donc si le bébé peut sortir sa langue, tout va bien. Alors que souvent c'est pas le cas. Et en fait, avec les études dont je parlais là juste avant, on s'est rendu compte que ce qui est important,
important, surtout, c'est comment on élève sa langue, comment on bouge sa langue, mais surtout pas juste la partie du devant de la langue, mais également du fond, parce que ça conditionne plein de choses, la manière dont on va téter, déglutir, avaler sa salive, comment on va poser sa langue quand on dort, en position de repos, en haut au palais. Et du coup, c'est vraiment la partie moyenne de la langue, donc le fond, qui est important. Et donc, on n'a pas tous la même définition des freins. Donc, il y a des freins restrictifs de la langue. L'ancienne définition, c'était c'est quand c'est accroché à la pointe de la langue ou tout près, cette petite membrane sous la langue. Et en fait, on s'est rendu compte maintenant que la restriction, il y a une étude de Nicky Mills de 2019 assez récente qui montre maintenant que c'est vraiment la restriction, c'est-à-dire ce qui empêche les mouvements de la langue. C'est pas juste cette petite membrane. C'est plusieurs tissus qui peuvent être concernés et pas juste accrochés à la pointe de la langue, mais même au fond. Donc ça peut être la muqueuse, vraiment ce qu'on voit sous la langue, le rose, les fascias, l'enveloppe les tissus qui enveloppent les muscles, et même pour les plus grands qui se sont développés comme ça peut même être une partie du muscle qui est maintenant un peu trop court, quelques fibres, et qui empêche du coup de bouger sa langue. Donc on n'a pas la même définition des freins, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des soucis de diagnostic, parce qu'en fait ils ont des problèmes de comment ils utilisent leurs muscles, comment ils utilisent leur langue, certains bébés, alors qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire non, il n'y a pas de frein restrictif, parce que c'est pas accroché à la pointe de la langue, et pourtant le bébé est restreint dans ses mouvements. Et du coup, on n'a pas la même définition des traitements, parce que si on pense que c'est juste la petite membrane qui arrive jusqu'à la pointe de la langue, on va couper que cette petite membrane qui dépasse. Mais si on pense que c'est accroché un peu plus loin que de la langue, ce qu'on va appeler des freins plus postérieurs, contrairement aux freins antérieurs où on va dire c'est accroché devant et les autres ça serait postérieur. Et ces freins postérieurs, quand on va couper, ça va former une plaie, et comme ça forme une plaie, il va falloir gérer la cicatrisation, que le bébé bouge bien sa langue pour que ça cicatrise de façon optimale, et donc il y a tout un traitement autour avec une prise en charge pluridisciplinaire, parce que du coup ça se traite pas de la même manière que quand on va couper la partie du devant, il n'y a pas de plaie, donc le bébé peut rééduquer, remuscler sa langue après à la vitesse qu'il veut, et ça se gère pas du tout de la même manière. Non, voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis, donc ça veut dire que ça ne concerne pas que les bébés, puisque comme on utilise les muscles de la langue, c'est toute la vie. Oui, c'est ça, c'est toute la vie. Et du coup, cette manière de pas bien pouvoir utiliser ces muscles, ce que j'ai dit tout à l'heure, les troubles orofaciaux myofonctionnels, les TOM, et bien ça nous concerne tous en fait. Donc si ça a démarré déjà bébé, notre manière de téter, de déglutir, de mettre notre langue au palais, on va le retrouver plus grand aussi, et avec toutes sortes de problèmes, quoi. Donc le reste de la question, c'était est-ce que c'est pour un souci de prise de poids ou d'allaitement? Ça va bien au-delà. D'ailleurs, dans les bébés que moi je suis, il y a peut-être qu'un tiers des bébés qui ont des problèmes de prise de poids, et les autres pas du tout. Mais en fait, il faut imaginer normalement le bébé, quand il faut pas que je fasse de mouvement. Le bébé, quand il tète, normalement, il met le mamelon très loin au niveau, jusqu'au fond du palais, et la langue, elle fait une vague. Et donc, si on est contraint par un frein, c'est vrai que la vague se fait mal, donc du devant de la langue, mais même du fond. Donc, peu importe où accrocher le frein, du moment que la langue peut pas se lever et faire sa vague de façon complète, et bien du coup le bébé va pas placer le mamelon si loin, parce que de toute façon ça marche pas. Donc il va placer le mamelon au bout, ce qui fait que le bébé, pour la maman déjà ça peut être douloureux vu qu'il met le mamelon moins loin, et en plus c'est pas efficace. Donc ce sont des bébés, quand ils vont téter, ils vont prendre le premier réflexe d'éjection qui est rapide et facile. Et quand le débit diminue, eh bien, ils n'y arrivent plus, en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à téter en faisant cette vague inefficace, mal placée. Et du coup, soit ils se fatiguent beaucoup, donc on veut les poser, ils se réveillent, tout de suite ils veulent retéter comme si ça n'avait jamais fini, donc ils peuvent faire des tétés à rallonge et ne pas y arriver. Et d'autres qui vont s'énerver en grandissant. Donc, ils peuvent avoir des problèmes de transfert de lait comme ça, avec des problèmes de prise de poids, ou pas, parce que si le premier réflexe d'éjection est rapide et qu'il y en a suffisamment au début, ils vont s'en contenter peut-être au début, et ça va pas se voir tout de suite. Mais en fait, comme c'est une succion qui est pas efficace, le bébé va mal stimuler la lactation, et donc il peut y avoir des problèmes après 2-3 mois. Donc ça peut être au bout de 3 semaines, ça peut être au bout de 4 mois où la lactation va pas suivre, donc ça met quand même à mal l'allaitement, même si à 15 jours de vie, l'allaitement tient la route et que le bébé prend bien du poids et que personne n'a mal, quoi. Ça va au-delà si on veut un allaitement pérenne aussi. Et ça concerne les bébés au biberon aussi ou pas? Et ça concerne les bébés au biberon aussi, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de faire une vague, de faire la vague pour la succion, d'avoir une bonne ventouse.
Et du coup, ça peut les concerner. Et en fait, cette manière de téter, déglutir, le fait d'aller mettre la langue sur tout le palais en levant le devant de la langue, mais aussi le fond, et ben ça conditionne la structure de nos mâchoires, la croissance de nos mâchoires, de faire grandir le palais en largeur, de faire grandir les voies nasales qui sont juste au-dessus, de faire grandir le menton vers l'avant, parce que les bébés, ils ont tous un peu le menton en arrière, mais dans les 4-6 premiers mois, ils vont bien faire grandir leur structure pour retrouver une structure de mâchoire harmonieuse. Et donc, en fait, notre manière d'utiliser notre langue va conditionner tout le développement de notre visage et de nos voies nasales. Donc, en fait, ça concerne la succion déglutition, ça concerne la croissance des mâchoires et du visage, ça concerne la respiration par le nez à conserver, puisqu'on aura bien fait grandir les fosses nasales, les voies nasales au-dessus, on aura une posture bouche, les lèvres fermées et la langue collée au palais quand on dort, ce qui fait qu'on va bien garder la respiration par le nez. Et ça concerne l'alimentation, la manière de gérer les solides même plus tard. Il y a des personnes qui ont du mal pas forcément à bouger le bol alimentaire, à bouger les aliments dans leur bouche si leur langue va sur les côtés et sort, mais peut-être ne serait-ce qu'avaler. Et voilà. Et puis après, tout ce qui va être tension et posture, parce qu'en fait, si on a une restriction quelque part, et bien, si on est contraint dans nos mouvements ou si on est obligé de faire différemment, vu qu'on est contraint par nos mouvements, on compense. Et cette manière de compenser peut nous créer des tensions, des problèmes de posture et toutes sortes de choses. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on a faim qu'on a le bingo de tous les problèmes, hein, bien sûr. mais en tout cas, ça conditionne beaucoup de choses, cette manière d'utiliser nos muscles. Oui, c'est une large palette. C'est ça, c'est intéressant. Ce n'est pas juste conditionné par un allaitement défectueux. Voilà, tout à fait. Alors, si un frein de langue est détecté à la naissance, vaut-il mieux le couper directement ou attendre quelques semaines pour pouvoir habituer le bébé aux exercices post-fréno en prenant le risque que ça joue sur l'allaitement pendant le temps d'attente, la douleur et mauvaise succion? Alors, si c'est une frénotomie qu'on doit faire au tout début, à la naissance, à la maternité, souvent à la maternité, on va couper que les freins qui sont accrochés à la pointe de la langue ou tout près. Donc, ce qu'on appelle les freins antérieurs dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on va souvent couper que la membrane du devant. Donc, on ne va pas couper la partie du fond. Ce qui fait que parfois, ce n'est pas des frénotomies complètes. Il n'y a pas forcément de plaie et donc il n'y a pas forcément de rééducation à faire sur le moment et une préparation en amont parce que là, on va couper sûrement que partiellement le frein. Et si ça peut déjà permettre de sauvegarder l'allaitement, de permettre au bébé de se nourrir, on vaut mieux quand même le faire plutôt que de le retarder, le faire un mois après si finalement il y a des douleurs ou des soucis de mise en place de la lactation ou ne serait-ce que le bébé se fatigue énormément même au biberon. Donc moi je suis plus favorable quand même à la couper à la maternité parce que là ça veut dire vraiment qu'on a déjà pas juste le fond de bloqué mais même le devant quoi. Donc on est quand même bien limité en mouvement. Ah oui, donc tu penses que le faire tout de suite, ça va d'entrée aider le bébé, Comme ça, à la maternité, c'est souvent que la partie vraiment du devant du frein. Et donc souvent, c'est que cette partie-là de devant. Donc il n'y a pas de plaie. Donc moi, je suis plus favorable parce que souvent, ça aide à maintenir un allaitement, quitte après à les consulter et faire des exercices de rééducation et voir s'il y a besoin d'une autre frénotomie plus complète qui demandera des soins, une préparation, une rééducation. Mais au moins d'enlever cette première partie, parfois qui limite beaucoup. Ou qui gêne trop pour la mise en place de l'allaitement, comme des douleurs très très vives, des choses comme ça. Oui, parce que par exemple, donc moi je suis venue te voir pour ma fille, elle avait un frein de lèvres, c'est quelque chose qu'on ne peut pas détecter à la maternité, on le détectera plus tard. Oui, à la maternité, c'est que les freins de langue. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'une rééducation est indispensable après une section de frein postérieur trop court? Donc rappelle le frein postérieur. Donc le frein postérieur, c'était les types de freins qui sont accrochés pas à la pointe de la langue ou tout près, mais un peu plus loin, voilà. Alors on a tous un frein de langue, hein. Mais voilà, donc souvent quand les gens parlent de frein postérieur, ce sont ces types de freins-là. Et pour moi, en fait, toute section de frein nécessite une rééducation. Même celle à la maternité, en fait, le bébé, il va remuscler, ça va être surtout par la tétée, mais en fait, les petits exercices qu'on peut faire pour faire mobiliser la langue du bébé, des exercices posturaux et tout ça, ça va être de la rééducation, c'est juste adapté à l'âge. Donc, le fait de couper un frein, ça corrige l'anatomie, ça donne de l'amplitude, mais ça donne ni force ni nouvelle manière de faire. Donc, ça nécessite pour moi une rééducation. Il faut juste l'adapter à l'âge de la personne. Si c'est un adulte, ça sera avec un orthophoniste ou un kinésithérapeute. Avec un bébé, ça sera
par la succion et par des petits exercices qu'on peut mettre en place. On s'adapte juste à l'âge du bébé. À l'âge de la personne, pardon. Ouais, mais du bébé aussi. Oui. Quelles sont les conséquences à court et long terme d'un frein de lèvres restrictif et quand envisager la section du frein ? Alors, souvent, quand on parle des freins de lèvres à couper, on en parle surtout d'un point de vue orthodontique, c'est-à-dire vers l'âge entre 6 et 10 ans, parce qu'on veut fermer l'espace entre les incisives. Et donc, c'est la grande question, c'est est-ce qu'on doit le faire juste avant l'arrivée des canines vers 8-9 ans ou juste après, quand en fait les canines des dents définitives, elles vont un peu elles vont pousser un peu les dents pour aller fermer cet espace. Et en fait, plus de 90% des bébés ont un frein qui est assez bas sur la gencive. Et on s'est rendu compte qu'il y a plus que 20% plus tard qui sont gênés par cette fermeture de l'espace. Donc au début, on a dit, non, on va pas couper ces freins de lèvres, ça sert à rien. On verra au moment où les canines vont arriver si l'espace se ferme ou non. En fait, la littérature elle montre que il y a aucun consensus là-dessus. Et surtout, ça parle juste pour fermer l'espace. Mais si on est dans l'idée des études de thérapie myofonctionnelle qui montrent comment on utilise nos muscles et est-ce que nos muscles sont gênés, en fait, il n'y a pas d'âge pour le couper. Parce que si on est gêné pour sa succion, parce qu'on ne peut pas retrousser sa lèvre et qu'on ne peut pas faire ventouse, qu'on avale de l'air à cause de ça ou qu'on se positionne mal et que du coup ça crée des blessures pour l'allaitement et que ça met l'allaitement en danger, si on a du mal à attraper les aliments dans sa cuillère avec sa lèvre, si elle ne bouge pas trop pour l'élocution, pour parler, si on utilise nos muscles d'une mauvaise manière, et notamment les muscles de la lèvre, et que ça perturbe la croissance du visage, on va s'en occuper à tout âge, en fait. Donc, il n'y a pas d'âge pour le couper. Il y a juste, toujours pour tous les freins restrictifs, il y a des âges plus ou moins faciles pour la coopération dans les âges des enfants. Et l'âge 1 à 3 ans est un peu difficile. Donc, voilà, on choisit. Avantage, inconvénient pour la période, mais il n'y a pas d'âge pour couper les freins, et même pour le frein de lèvres, dans le but de l'utilisation des muscles, il n'y a pas d'âge. Dans le but juste de la fermeture de l'espace, on peut attendre cette période de l'arrivée des canines. Alors, 5e question. Est-ce que frein de langue et reflux sont liés ? Ça, je pense que c'est une question primordiale, hyper importante, parce que le reflux, ça peut pourrir la vie de tout le monde. Oui, alors en fait, il y a plusieurs études qui sont sorties pour les bébés au sujet du reflux en lien avec les freins. En fait, quand il y a une mauvaise utilisation des muscles, qu'on a un problème avec une succion qui n'est pas très efficace, on ne fait pas ventouse, en fait, on a mis en évidence du reflux qu'on appelle le reflux induit par l'aérophagie. Donc vraiment le fait qu'on avale de l'air pendant la succion à chaque fois, qu'on ne fait pas ventouse, parfois ne serait-ce qu'en ne retroussant pas la lèvre. En fait, il y a un petit peu d'air qui passe, il y a beaucoup de rots, parfois on est obligé de faire des pauses au milieu du biberon, au milieu de la tétée. Et donc, ça joue sur tout ce qui va être RO et régurgitation et reflux. Mais pour les gros reflux, les bébés RGO, il faut quand même prendre en compte qu'il y a plusieurs facteurs possibles. Donc, c'est pas on va couper les freins, il n'y a plus de reflux, pas du tout. Ou parfois, on va couper les freins, ça s'améliore entièrement ou juste partiellement, parce qu'il peut aussi y avoir d'autres causes. Et il y avait le docteur Scott Siegel qui avait fait une étude avec 1000 bébés qui avaient des freins de lèvres et de langue et qui avait coupé les freins de bébés et qui avaient tous un reflux, un RGO traité par des médicaments type Inexium. Et après avoir coupé les freins, il y avait 50% qui avaient une amélioration de leur reflux avec jusqu'à l'arrêt de leur traitement. Il y avait 20% qui avaient une amélioration, ils étaient moins irritables après les repas, mais ils n'avaient pas pu arrêter leur traitement. Et 30% où ça n'avait absolument rien changé. Donc c'est pour dire quand même qu'il y avait 70% qui avaient une amélioration de leur confort digestif en tout cas, mais c'est pas non plus le miracle. Voilà. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de prendre en compte, en tout cas quand il y a un reflux ou quand il y a tout ce qui est prise d'air, enfin tout ce qui est RO à gogo, etc., régurgitation assez souvent, d'aller voir où en est la fonction de la langue, voilà, où en est la fonction des muscles. C'est ça qui peut être intéressant de regarder. Moi, j'aime bien ce que tu dis sur le hoquet aussi, parce que tu vois, concrètement, ça a été un des signes pour ma fille, mais j'avais pas du tout la notion que le hoquet, c'est quand il y en avait beaucoup, c'était anormal. Parce qu'on nous dit, oui, tous les bébés ont le hoquet, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Alors après, tout n'est pas dû au frein, mais en tout cas, c'est vrai qu'on retrouve ça souvent avec tout ce qui est prise d'air et tout, le hoquet va souvent avec, ouais. Ah oui. Mais on découvre plein de choses une fois qu'on s'intéresse à ça, tu vois. Alors, 6e question. Ah, ça aussi, celle-là, elle est vraiment importante. Est-ce qu'un frein de langue peut avoir des conséquences sur le sommeil d'un enfant et je dirais par extension d'un adulte ?
Oui, alors si on prend déjà tout petit bébé, il y avait tout le confort digestif. Donc là, par rapport à tout ce qui est aérophagie, là, dont on parlait juste avant, tous les airs, le Rhône, on a beaucoup de parents qui nous parlent de leur enfant qui se réveille parce qu'il gigote, en fait, qu'il y a un RO à sortir, des choses comme ça. Et puis après, quand il y a moins d'air pris déjà durant la tétée, ça va déjà mieux, le sommeil a l'air plus... ils sont plus apaisés. Donc il y a tout ce qui va concerner au niveau digestif, le confort digestif. Après, il y a le problème des tensions. Des bébés au niveau postural, en fait, ils sont très tendus. Il y a des postures qui n'aiment pas trop. Même si on sait tous qu'il faut faire dormir nos enfants sur le dos, il y a beaucoup de parents qui n'y arrivent pas. Donc, soit il y a leurs enfants dorment sur eux ou sur le ventre ou sur le ventre parce qu'en fait, leur bébé se réveille instantanément. Il y a des bébés au niveau postural, ça va pas, ou parfois c'est leur reflux qui les gêne aussi. Donc, le sommeil des bébés va être impacté comme ça. Mais également le fait qu'il y a un souci de transfert de lait dont je parlais tout à l'heure. Ces bébés qui n'arrivent pas à finir leur tétée, en fait, ils prennent le premier réflexe d'éjection rapide et ils n'arrivent pas à continuer au-delà. Et donc, ils s'endorment, ils se fatiguent durant la tétée, on veut les poser. Et en fait, finalement, ils se réveillent instantanément, comme s'ils avaient un radar automatique. Donc, on les pose et tout de suite, ils veulent retéter. Mais en fait, c'est parce que le transfert de lait n'est pas optimal pour eux. Ils sont pas forcément rassasiés suffisamment et ils vont multiplier les tétés et du coup se réveiller assez rapidement, faire peu de siestes comme ça. Donc, bien sûr, tous ces comportements peuvent être dus à d'autres choses que les freins. Mais la mauvaise succion, en tout cas, les problèmes de sommeil du bébé peuvent se retrouver par le transfert de lait qui est pas très optimal, par les soucis digestifs où ils sont pas confortables au niveau digestif et de leur succion, et puis les problèmes de posture. Et en fait, cette utilisation des muscles dont je parlais tout à l'heure, les troubles orofaciaux myofonctionnels, le fait de mal utiliser sa bouche, sa langue, ses lèvres, ses joues, peut se répercuter, comme je disais tout à l'heure, sur la respiration, sur notre respiration nasale, le fait de garder une posture bouche fermée, langue collée au palais quand on dort. Et plus tard, en grandissant, et parfois ça se cumule avec aussi d'autres causes de troubles orofaciaux myofonctionnels. Mais en tout cas, ça se retrouve en fait dans tout ce qu'on appelle les troubles respiratoires du sommeil, ce qui va être du fait de dormir bouche ouverte, à ronfler, jusqu'à l'apnée du sommeil. Le fait ne plus pouvoir d'avoir des pauses respiratoires pendant son sommeil. Et ça, chez un enfant, c'est très compliqué parce qu'en fait, du moment qu'on respire bouche ouverte, déjà, on a moins de saturation en oxygène. Donc, on repose moins son cerveau, on est moins oxygéné. Parfois, on se retrouve avec des problèmes d'attention quand on est éveillé, on est fatigué, on peut être irritable. Et donc, ces troubles respiratoires du sommeil, c'est pas la cause numéro 1, c'est pas les freins, mais en tout cas, les freins étant un problème de troubles de nos fonctions des muscles, ça se retrouve dans les troubles respiratoires du sommeil, et ça, avec parfois d'autres causes, bien sûr, ça peut être cumulé, mais c'est ça qui peut être en jeu après. C'est le fait d'avoir des facteurs qui ont gêné dans le fait de garder une respiration par le nez, ça se retrouve après dans les troubles respiratoires du sommeil qui sont très problématiques pour les enfants et qui sont vraiment à dépister, qui sont très importants. Mais c'est intéressant ce que tu expliques, c'est que vraiment ta discipline, elle est pluridisciplinaire. À chaque fois, tout ne s'explique pas avec un facteur, il faut aller chercher une cause sur plein de... Oui, tout à fait. En fait, ce qui est important, c'est de quelle manière on utilise les muscles. Et les freins en sont une cause de problème d'utilisation des muscles, mais il peut y avoir plein d'autres causes. Et après, comme ça se cumule, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Si par exemple, j'utilise... si ma langue ne fait pas le travail en déglutissant 2000 fois par jour, en touchant partout sur le palais, mon palais ne grandit pas forcément, et comme il grandit pas et s'élargit pas forcément, j'ai moins de place pour respirer à cause des voies nasales au-dessus. Comme j'ai moins de place pour respirer, je vais respirer par la bouche. Comme je respire par la bouche, j'utilise encore moins ma langue, etc. Et donc en fait, ça va se cumuler avec d'autres facteurs, quoi. Donc c'est pas juste les freins. Et d'ailleurs, couper des freins chez une personne qui a de l'apnée du sommeil, par exemple, ça va pas tout résoudre, puisqu'en fait c'est juste l'anatomie. Mais c'est vraiment rééduquer après la manière d'utiliser ses muscles. Voilà. Donc c'est là où il faut aller voir les orthophonistes, tout ça. Voilà, c'est ça. C'est le fait, après, le traitement, c'est la rééducation de nos muscles
et la frénectomie, le fait d'aller couper le frein qui est trop court, ça va juste optimiser la rééducation qu'on a faite. Mais le traitement lui-même n'est pas couper le frein. Toutes les études sur l'amélioration des troubles respiratoires du sommeil, c'est de la rééducation. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles études qui arrivent sur la rééducation plus une frénectomie parce que ça optimise. Mais il n'y a aucune étude sur traiter les troubles respiratoires du sommeil par juste couper un frein. Alors, quelles sont les conséquences, justement, à l'âge adulte de ne pas avoir fait de frénectomie ? Les conséquences, alors au tout début je disais ça pouvait toucher la succion de déglutition, donc cette manière de déglutir, les bébés bien sûr, tout le monde arrête un jour de téter, mais en fait notre manière de déglutir, notre manière de coller notre langue au palais, on peut retrouver un problème là-dessus, ce qu'on appelle les déglutitions atypiques. En fait, on n'a pas la nouvelle déglutition mature, on positionne pas correctement notre langue, et ça se retrouve sur le développement de nos mâchoires. Donc, il y a des personnes qui ont des problèmes de croissance de mâchoire, des malocclusions, le fait de pas avoir de place pour les dents, des choses comme ça. Donc la croissance des mâchoires, les troubles respiratoires du sommeil, tout ce qui est respiration, on en a parlé juste avant. Après, il y a l'alimentation et l'élocution, le fait de pouvoir gérer les solides, le fait de bien avaler, le fait de bien pouvoir parler, et puis tout ce qui va être tension. Le fait, comment on utilise nos muscles d'une manière différente. Il y a des gens qui ont toujours des problèmes posturaux, ils sont toujours tendus d'un côté, ils ont toujours des problèmes de ce genre. Mais en fait, quand on est adulte, quand on a des freins, on est restreint dans nos mouvements, donc on les fait différemment, on compense. Et donc adulte, on peut très bien compenser et n'avoir aucun souci aussi. C'est-à-dire, on a bien grandi, parce qu'il y a quand même un facteur génétique, on a de la place pour les dents, on parle bien, on mange bien, tout se passe bien, quoi. Et puis on se rend compte, même parfois, un jour, on va consulter, quelqu'un va nous dire « Mais vous avez un frein, vous l'avez pas vu !» Voilà. Et puis... on peut tout bien faire, bien manger, bien respirer, tout a bien grandi, mais en fait avoir plein de tensions, c'est-à-dire notre manière de compenser, on le fait mal, quoi. Ça nous pose des problèmes et on a toujours des tensions à répétition, voilà. Et puis d'autres personnes qui vont, même en compensant, ne pas y arriver. Donc il va avoir un souci, deux soucis ou autre. Et en fonction, ils verront s'ils veulent une rééducation et après optimiser la fonction de leur langue. Mais voilà, donc on peut avoir des conséquences à l'âge adulte comme on ne peut ne pas en avoir. Parce qu'on compense tous, de toute façon, personne n'est un être symétriquement parfait. Mais en tout cas, si ça nous pose des soucis, on peut consulter. Et puis d'autres personnes n'auront pas de soucis. Donc on va intervenir quand il y a des symptômes, mais on peut pas deviner les symptômes qu'il y aura plus tard. Et comme je disais tout à l'heure, on va pas cocher toutes les cases forcément de tous les problèmes possibles. Mais il faut savoir rester alerte sur quoi regarder. Voilà. Toi, tu as découvert que tu avais un frein ou pas à l'âge adulte ? Oui, tout à fait. C'est vrai. Ouais. Et tu te l'avais fait couper ou pas ? Je l'ai pas fait couper parce que je n'ai pas la motivation encore de faire ma propre rééducation avec quelqu'un, mais ça viendra, je pense, un jour. Je prendrai le temps de m'occuper de moi-même. Ouais. Et attends, juste, ça n'a rien à voir avec les questions que vous aviez posées, mais tu l'as découvert quand tu as fait tes études de dentiste ou après quand tu t'es intéressée au frein ? Non, je me l'ai découvert pendant mes formations complémentaires. Et après, ça répondait aussi d'autres choses. Et puis, il y avait d'autres choses qui m'alertaient, la respiration, la posture, etc. Mais voilà, donc c'est pas dû à ce seul facteur, mais pour plein de raisons, je sais que j'ai pas une bonne utilisation de mes muscles. Voilà. Donc tu sais de quoi tu parles en fait. C'est ça. C'est drôle, c'est marrant. Qui décide s'il y a frénectomie ? Ma petite a un frein trop court et ça n'a pas été détecté à la maternité. Elle est aujourd'hui suivie par une chiropracteur et il y a peu d'amélioration. On va voir s'il y a opération ou non. Alors, qui décide s'il y a frénectomie ? Normalement, ce sont le personnel médical qui coupe, qui va poser l'indication de couper ou non, puisque c'est le chirurgien qui assume les avantages, enfin qui informe des risques et des avantages et qui prend la décision en concertation avec les personnes. Mais après, qui décide s'il y a frénectomie ? Après avoir informé, ce sont les parents ou les personnes concernées qui décident si oui ou non elle le fait. Mais le tout, c'est qu'elle soit bien informée. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions, j'ai vu, sur ce qu'il faut faire couper. Est-ce que la chiropraxie suffit ? Est-ce que les massages suffisent ? Est-ce que les exercices peuvent éviter la frénotomie ? On va pas tous avoir toute la liste des symptômes que j'ai dites, mais il faut être informé sur quoi regarder, parce que quand on a un frein trop court, il est trop court et il va le rester court. Ça, c'est sûr et certain. Donc après, soit on compense bien et ça se passe bien et puis on décide de pas couper, soit
Soit ma fille s'étouffe en tétant. Pourtant, elle a fait couper son frein. Donc, soit on décide de pas faire couper et on reste alerte sur les choses à regarder. Donc, comme je disais, succion, déglutition pour plus tard, la croissance des mâchoires, la respiration par le nez, et puis l'alimentation et la posture et les tensions. Soit on décide de couper parce qu'il y a des symptômes et on choisit le bon moment, c'est-à-dire en fonction de la coopération de la personne, si on est dans un âge difficile ou non, la période 1 à 3 ans étant un peu compliquée, donc c'est les avantages inconvénients qu'on regarde. Après, si le bébé est tout petit et moins de 2 mois, souvent là, ça va assez bien se passer. Le tout, c'est de préparer la rééducation, et si c'est le bon moment, on s'en occupe. Mais en tout cas, le frein restera trop court si on le laisse en place, ça c'est sûr. Après, ce qui posera problème plus tard, on ne peut pas savoir, mais il vaut mieux être informé sur quoi regarder, parce que de toute façon, si on a un frein, on compense, et ça ne va pas forcément bien nous réussir de compenser, plutôt que de pouvoir faire les mouvements de manière optimale. Et sur ces problèmes de fonction des muscles, il y a aussi d'autres facteurs qui existent. Donc si en plus on les cumule, le frein plus d'autres facteurs, c'est vrai que ça peut être difficile après de garder une bonne fonction de la langue. Il faut imaginer que la langue avec un frein court, c'est comme un bras dans le plâtre, quoi. Au bout d'un moment, on perd en musculation, on évite certains mouvements, et puis à force, on fait les mouvements de manière de moins en moins optimale. Donc, on peut préparer son bébé, faire des massages, faire des exercices, gagner en mobilité, détendre tous les muscles par la thérapie manuelle. On peut gagner des choses, mais dans les limites anatomiques. Donc, on peut voir même des améliorations sur certains freins postérieurs, on peut voir des améliorations en termes d'amplitude, mais en fait, c'est juste parce qu'on a détendu les structures musculaires, certaines structures, mais il y a des choses qui ne peuvent pas se détendre et s'assouplir, et ça reste. Voilà. Et donc, la décision de couper, ça peut être prise en concertation avec la personne qui coupe, de consulter du moment qu'on vous dit qu'il y a un frein court, pour être informé sur quoi regarder, parce que ça peut pas être la consultante en lactation, le chiropracteur ou d'autres personnes qui vont dire non, il n'y a pas besoin, puisqu'il faut regarder tout dans son ensemble, et pour ça, il faut faire le questionnaire complet sur comment ça grandit, comment on tète, etc. Et on a besoin de l'avis de tout le monde, par contre, pour cet examen complet. L'avis de la consultante sur comment est la succion, l'avis du dentiste pour savoir comment est la croissance du visage, l'avis de l'orthophoniste si c'est une personne qui a grandi ou autre, sur comment il mange, comment il respire, etc. L'avis ORL parfois, mais de réunir tous ces éléments pour choisir. Oui, donc comme on disait, c'est pluridisciplinaire. Oui, totalement pluridisciplinaire. Ouais, non, mais c'est important de le préciser, parce que c'est rare dans les opérations médicales, enfin dans le monde médical, qu'il y ait autant de personnes impliquées pour une décision. Moi, je trouve ça bien, j'aime bien. Oui, c'est vrai que comme c'est là juste l'anatomie, les freins, c'est juste un truc anatomique, mais en fait, ça impacte plein de choses. Donc les personnes peuvent alerter par plein de manières différentes, que ce soit par un dentiste, un ORL, une consultante en lactation quand c'est un tout petit, un orthophoniste. Plein de monde. C'est intéressant. Alors, 9e question. Ma fille avait un frein qu'on n'a pas fait couper, et on a réussi à poursuivre quand même l'allaitement. Néanmoins, à 2 ans, maintenant, elle a des troubles de l'oralité, réflexes nauséeux, ne gère pas les morceaux, mange très peu. Est-ce lié, et est-ce que vous conseilleriez de le couper maintenant ? Alors, ça n'a pas posé de soucis. En tout cas, l'allaitement s'est bien passé. Donc, au niveau de succion déglutition, ça se passait plutôt bien. Par contre, au niveau gestion alimentation, ça se passe pas très bien. Donc, s'il y a un frein restrictif, bien sûr, ça gêne à la mobilité des muscles, de la langue. Donc, ça peut gêner à l'alimentation. Et du coup, le fait que la personne ne gère pas bien l'enfant, dès la diversification là. Donc, le bébé ne gérait pas bien. Ça a créé plein d'occurrences négatives aussi qui ont pu jouer sur ce trouble de l'oralité, de ne pas vouloir utiliser certaines choses. Et puis, ça peut jouer au niveau sensoriel avec tout ce qui va être réflexe nauséeux, des choses qu'on ne veut pas trop toucher ou autre. Mais il n'y a pas forcément que ça. Voilà. Et donc, on doit rééduquer la fonction des muscles, mais aussi, on va dire, rééduquer au niveau aussi sensoriel, parce que maintenant, il y a tout ça qui s'est mis dessus. Il y a peut-être d'autres causes aussi au fait qu'au niveau sensoriel, ça ne va pas, puisque là, il y a des réflexes nauséeux, des choses qu'on ne veut pas trop
abordé. Et donc, pour ça, il faut s'orienter vers, à cet âge-là, plutôt une orthophoniste ou un ergothérapeute qui va regarder toute la sphère sensorielle, la gestion des repas. Et puis, on peut préparer son enfant. Alors, dans la période de 1 à 3 ans, on est quand même dans la période où la coopération, c'est difficile. Difficile déjà pour l'intervention, même si c'est que quelques secondes, mais difficile aussi pour la rééducation. Comment avoir une coopération pour la rééducation. Donc, ça peut se faire par le jeu. Et donc, parfois, il faut préparer l'enfant. Et en fonction en fait des risques et des bénéfices à le faire maintenant, on choisit. Voilà. Si l'enfant ça compromet sa croissance aujourd'hui, ça alimente plus, qu'on est en danger et qu'on peut pas attendre, eh bien on va peut-être le faire, mais il va falloir préparer l'enfant au mieux et faire un compromis. Mais si on peut reporter pour que la coopération soit meilleure et que du coup les résultats soient meilleurs, on va reporter. Donc il y a pas d'âge, mais la période 1 à 3 ans c'est une période difficile. Il y a des enfants qui seront plus ou moins prêts et on va et des parents oui. Et des parents aussi plus ou moins. C'est ça, des parents plus ou moins prêts et donc on va choisir quelle est la meilleure période en fonction des symptômes. Voilà. Si les symptômes sont importants, si vraiment c'est l'alimentation et que ça compromet la croissance de l'enfant, eh bien il faudra faire la meilleure décision entre le chirurgien et la personne qui va couper, dentiste, médecin ou autre, et l'orthophoniste et les personnes qui travaillent autour de cette problématique-là pour l'enfant et à décider en concertation avec les parents. Je tiens à préciser, ce qu'on ne l'a pas dit depuis le début, tu opères en anesthésiant la bouche. Hein. Oui, sous anesthésie locale, c'est vrai. Anesthésie locale. Donc même s'il y a une coopération à faire, quand tu coupes, le bébé, il a une anesthésie. C'est pas... Oui. Alors, dernière question. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Lorsqu'il y a malheureusement des adhérences après une première frénectomie, est-ce bénéfique d'envisager une deuxième frénectomie? Sera-t-elle plus compliquée que la première? Alors, est-ce que déjà, s'il y a des adhérences, c'est parce qu'on n'a pas amassé comme il fallait? Ou ça peut arriver même si on fait bien? En fait, on va parler par exemple pour la langue. Tout à l'heure, je parlais, on a un plâtre au bras. Donc, on est gêné dans la mobilité. On peut pas élever son bras. Donc, on va faire la frénectomie. Du coup, on gagne 100% d'amplitude. Sur le moment, on a 100% d'amplitude, on peut bouger. Puis, ça va cicatriser. Donc, déjà en cicatrisant, ça se contracte la plaie. Donc, on reste jamais à 100% pile d'amplitude. Et surtout, on a donné de l'amplitude, mais on n'a pas donné de la force. Donc, le bébé ou l'adulte, il va cicatriser en fonction de sa tonicité à lui. Donc, on peut l'aider par la rééducation, remuscler avant, faire des exercices. Souvent, pour les bébés, on va faire ce qu'on appelle des étirements, c'est-à-dire on va lever la langue assez régulièrement dans la journée pour mobiliser les muscles et que ça soit plus facile, comme un kiné le ferait pour le fameux bras. Là, on va vous mobiliser le bras par le kinésithérapeute, par exemple, et puis ça va vous aider à mobiliser votre bras par vous-même. C'est de la même manière. Mais après, le bébé, il va cicatriser en fonction de sa propre tonicité, de sa propre force. Donc, on peut avoir tout fait à côté et l'aider, et puis finalement, il va quand même réavoir une restriction, c'est-à-dire reperdre de l'amplitude, parce que parfois il partait de trop loin, parfois anatomiquement on part de trop loin, même chez les adultes pour des frénotomies, on sait qu'on va les faire en 2 fois pour avoir une bonne amplitude, parce qu'ils partent d'un frein où ils ont déjà une amplitude verticale d'élévation qui est très très basse, donc même en remusclant même avant, il va falloir le faire en 2 fois, parce qu'on part de trop loin. Donc de la même manière, un bébé ça peut être la même chose, et puis il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent faire que ça s'est réattaché. S'il avait un reflux important, il gardait toujours la langue en bas, bouche ouverte, et puis du coup, en restant la langue basse toute la nuit, les 2 plaies se sont fait face et ça a reperdu de l'amplitude. Il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Donc, malgré une frénotomie, on peut reperdre de l'amplitude. Et ça arrive, et c'est pas l'échec des parents. Voilà. S'il y avait une technique pour dire ça va forcément cicatriser à 100% d'amplitude, on l'aurait et on la donnerait à tous les parents, mais on l'a pas. Donc déjà, il faut se dédouaner, c'est pas forcément la faute des parents du tout. C'est aussi de la capacité du bébé, nous on l'accompagne juste. Et donc, envisager une deuxième frénotomie, déjà, moi ce que je conseille, c'est de s'entourer, déjà pour la rééducation, parce que là, on a corrigé l'anatomie, mais pas du tout la manière de faire. Déjà pour voir si on peut gagner un peu plus au niveau fonctionnel, dans la manière d'utiliser ces nouveaux muscles quand même déjà un peu libérés, et voir si vraiment il y a encore des symptômes. S'il y a encore des symptômes, s'il y a une nouvelle indication de le refaire, on coupe à nouveau. Mais s'il n'y a plus de symptômes,
il n'y a pas de raison de s'en occuper maintenant. Par contre, on reste alerte, comme tout à l'heure, on reste alerte, on a un frein qui est restrictif, on reste alerte sur les symptômes à regarder pour plus tard. Mais s'il n'y a pas de problème, on laisse comme ça. Et voilà, il y a une différence vraiment entre la réussite anatomique, avoir un frein qui a maintenant une bonne amplitude, enfin une langue qui a une bonne amplitude, et la réussite fonctionnelle, la manière d'utiliser les muscles. Voilà. Et est-ce que ça sera plus compliqué ? Ça dépend de l'âge. Voilà. Si le bébé avait 6 mois la première fois, là on va rentrer peut-être à 9 mois dans l'âge compliqué. Mais voilà. Donc après on revient à zéro sur le décisionnel. Voilà. Quels sont les symptômes, quelle est la coopération ? Mais ça reste possible. Il y a des gens qui font en 2 fois. Et puis il y a d'autres personnes, ils ont une première frénotomie qui était partielle, juste la partie de devant. Il n'y a pas eu de rééducation. Et maintenant, il reste juste la partie du fond. Et donc là, c'est un peu comme s'ils partaient à zéro, même s'il y a une première frénotomie. On ne parle pas de la même chose. Voilà. Bon, j'ai une dernière question, je suis désolée, je ne te l'ai pas donnée, mais on n'a pas du tout parlé de l'origine. Pourquoi est-ce qu'on a des freins plus ou moins restrictifs ? Est-ce que ça joue dans la génétique, l'alimentation, l'environnement ? C'est quoi les facteurs ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont abordés. Moi, après, je suis praticienne, donc je regarde pas la dernière littérature sur le sujet. Mais il y a un facteur héréditaire, sûrement. Puis après, il y a tout ce qui est épigénétique. On pense des facteurs environnementaux. Le fait aussi que de plus en plus, on utilise de moins en moins bien nos muscles. Des facteurs peut-être vis-à-vis de certains produits. Il y a aussi des études qui parlent du métabolisme de l'acide folique. Alors l'acide folique, on l'utilise beaucoup en préconception et durant la grossesse pour prévenir de certains risques. Sûrement, ça va s'éclaircir plus tard par rapport à l'acide folique et les freins restrictifs. Mais après, il faut garder en tête que l'acide folique est donné pour des risques qui sont très, très, très graves et importants. Donc ça reste quand même important à prendre. Et si à un moment c'était avéré, on dit l'acide folique ça pose des problèmes pour des freins restrictifs, il faudra juste le prendre en compte en se disant on va être préventif sur les freins restrictifs, mais aujourd'hui l'acide folique, le rapport bénéfice-risque est pour quand même la prise de l'acide folique. Voilà, mais il y a d'autres manières de le prendre maintenant qui sont envisagées sous une autre forme. Voilà, donc ça sort de mon champ de compétences, la prise d'acide folique pour une chirurgien dentiste. Mais en tout cas, si ça c'était une piste, dans tous les cas, on sait que les freins restrictifs s'ils sont pris en charge, sont bien moins graves qu'une spina bifida ou d'autres choses. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est aussi un des facteurs qui a été qui est en ce moment très abordé, et comme d'autres produits aussi, glyphosate ou des choses comme ça, mais c'est en cours d'étude, et puis tout ce qui est études environnementales, c'est très compliqué à mettre en place pour avoir des résultats probants. Donc je laisse les chercheurs travailler, mais en tout cas, il y a un gros facteur héréditaire dont on pense, et puis, au fur et à mesure... Tu m'avais dit, si moi, par exemple, en tant que la maman, j'en ai eu, mes enfants, potentiellement, ont plus de chances d'en avoir eu. Donc toi, oui, c'est ce qu'on retrouve. Plus de chances d'en avoir. Oui, si toi t'as eu. C'est ça, c'est ce qu'on retrouve souvent, qui a un caractère quand même familial. Et puis il y aura sûrement un facteur générationnel. Enfin voilà, sur les prochaines générations, au fur et à mesure. En fait, qu'on utilise de moins en moins nos muscles, mais il y a de moins en moins de raisons qui soient amples, quoi. Comme nos mâchoires, on respire de moins en moins bien, et on se rend compte qu'on a moins en moins de place pour les dents, alors que initialement, notre manière d'utiliser nos muscles faisait qu'on avait totalement la place pour les dents, et aujourd'hui, on est obligé d'enlever plein de dents à tout le monde pour faire de la place. Donc, de la même manière, les générations jouent, l'épigénétique joue, les facteurs environnementaux jouent dessus. Il y a encore plein de choses à explorer. Un gros cocktail. Oui. Merci, docteur Agençon. Je t'en prie. Docteur, comme au début. Merci à toi. Merci. C'était Noëlla Agençon, chirurgienne dentiste, pour ce hors-série spécial frein de bouche. À très vite et prenez soin de vous.